Bienvenue à tous sur cette vidéo de correction du test en ligne disponible sur monifcienligne.fr. Ce test est destiné à vous familiariser avec 43 éléments incontournables de bilan sanguin qui vous permettront de bien exploiter pour votre patient un bilan sanguin, fonction hépatique, fonction rénale. Nous verrons plusieurs éléments dans cette vidéo. Mes objectifs, ça serait que vous compreniez l'intérêt de la biologie dans l'investigation diagnostique, le suivi des traitements, et que vous connaissiez les éléments principaux du bilan sanguin. À terme, grâce au test suivant, le numéro 2, ça sera de pouvoir associer plusieurs éléments du bilan sanguin afin de pouvoir évaluer une fonction ou un organe. L'intérêt est que vous puissiez avoir en même temps un rappel de physiologie, de physiopathologie, pour vous permettre de mettre en lien les éléments du bilan sanguin et d'éventuels dysfonctionnements qui seraient liés à une pathologie. Pourquoi faire ce TD? Bien, si vous regardez attentivement le référentiel de formation, vous ne trouverez pas d'unité d'enseignement qui évoque explicitement le bilan sanguin et qui en ferait quelque chose en ferait un objectif principal plutôt. On découvre beaucoup des éléments du bilan sanguin, que ce soit en 2.1, biologie fondamentale, ou en 2.2, cycle de la vie et les grandes fonctions. Et puis bien sûr, au cours des pathologies, à chaque processus nous apportera son lot d'examens biologiques complémentaires. Je pense par exemple, pour ce qui est de la deuxième année, à la troponine par exemple. Troponine pour la 2.8. Et si on veut rester dans l'exploration du cœur, ça sera la BNP quand on parlera de l'insuffisance cardiaque gauche. Bref, le bilan sanguin est bel et bien étudié pendant la formation, mais un petit peu partout. L'autre objectif, ça serait de permettre donc d'avoir en un seul test, en un seul cours, tous les éléments qui sont incontournables. C'est pourquoi je propose ce TD qui propose une approche globale qui permet une photographie corps entier, si on peut dire, à partir d'un bilan simple quand même. On ne va pas aller dans des choses très compliquées, mais large. Formule sanguine, ionogramme, bilan hépatique, bilan rénal, bilan martial, c'est-à-dire le fer, bilan thyroïdien, de l'inflammation, de la nutrition, de la coagulation, et je dois en oublier quelques-uns. L'ambition de ce TD est de vous donner les moyens de pouvoir dire si le patient va bien, si la pathologie régresse ou si le traitement est efficace. Allons-y. Je suis la cellule la plus représentée dans le sang. À moi seul, je représente l'essentiel de la partie solide du sang. On pourrait dire aussi des éléments figurés du sang, c'est-à-dire les éléments qui ont une figure, les éléments qui sont visibles, c'est-à-dire les cellules. Il s'agit des hématies. Éléments d'approfondissement. Les hématies, appelées aussi érythrocytes ou globules rouges, sont de petites cellules sans noyau, de forme aplatie et biconcave, c'est-à-dire avec une petite dépression de chaque côté. Le globule rouge en bonne santé vit au maximum 120 jours et logiquement il est souple, déformable et il peut se faufiler dans les capillaires les plus fins. Le globule rouge contient l'hémoglobine. Sur cette hémoglobine, il y a du fer et sur ce fer se fixe l'oxygène. Cette fonction est bien sûr indispensable à l'organisme et tout manque de globules rouges nuit à l'oxygénation des tissus. On appellera cela l'anémie. Nous en reparlerons. De nombreuses pathologies peuvent conduire à l'anémie. L'anémie n'est pas en elle-même une pathologie. L'anémie est plutôt la conséquence d'une pathologie. D'autres éléments sanguins peuvent être recherchés pour affiner le diagnostic, mais cela dépasse le cadre de cours de niveau 1. Poursuivons. Je suis la protéine contenue dans les globules rouges
Mon rôle est de transporter l'oxygène. On a déjà un petit peu amorcé la réponse à la question dans l'épisode d'avant sur les hématies. Il s'agit de l'hémoglobine. Un petit mot avant de tourner la page et de vous afficher le bon mot. Regardez à quel point la conjonctive, c'est-à-dire cette partie-là, la petite couche cellulaire qui est là, la conjonctive de l'œil de la personne ici est pâle. Quand on parle de pâleur du patient, pour exprimer le manque de globules rouges et donc l'anémie, c'est une bonne idée, mais cette constatation est beaucoup plus difficile avec les personnes à la peau noire. Donc, pour trouver quelque chose qui est universel, on peut se reporter sur la coloration de la conjonctive. Et là, on voit ici que le patient est très nettement porteur d'une conjonctive très très pâle. Elle est à peine plus colorée que le reste de la peau. Ça signifie que le patient est en anémie. Quelques éléments d'approfondissement. L'hémoglobine, c'est une grosse molécule. C'est elle qui transporte l'oxygène. Et quand dans le bilan sanguin, on manque d'oxygène, d'hémoglobine, on parlera d'une anémie. Le patient anémié manque donc de la protéine qui transporte l'oxygène. Il présente donc les signes d'un manque d'oxygénation, pâleur, souffleur et fatigue. Vous devez connaître par cœur ces trois éléments de clinique. Pour être vraiment précis, disons que ce n'est pas l'hémoglobine en elle-même qui porte l'oxygène, mais le fer qui est contenu sur cette hémoglobine. Au M, pour être plus précis, H-E-M-E. Et c'est ce fer qui va fixer l'oxygène. Cette précision nous permet de comprendre pourquoi la réponse thérapeutique pour une anémie peut être, pas toujours, mais peut être, la prescription de fer. Je ne suis pas une cellule, je ne suis pas non plus une molécule ou un ion, je suis un calcul qui permet d'évaluer le rapport de volume des globules rouges par rapport au volume total du sang. Je suis donc exprimé sous la forme d'un pourcentage. Donc tube de gauche, on voit que la hauteur des rouges par rapport à la hauteur totale du sang fait à peu près 42. Et donc, ce dont on parle, c'est 42% à gauche et seulement 22% à droite. Il s'agit de l'hématocrite. Hématocrite. L'hématocrite n'a pas d'unité, on l'a vu, c'est un pourcentage, car on compare un volume par rapport à un autre. Il n'y a pas donc d'unité. Quelques éléments d'approfondissement. L'hématocrite est un calcul, je l'ai dit, il s'exprime en pourcentage. Si la valeur de l'hématocrite diminue, cela signifie donc que le nombre de globules rouges est faible par rapport au volume total. Et donc vous avez là devant vous un marqueur simple, très simple, de l'anémie. On aurait fort bien pu faire cette mesure de l'hématocrite au Moyen Âge si on en avait eu l'idée. On prenait du sang, on le mettait dans une petite fiole en verre verticale, on laissait sédimenter les globules rouges, qui n'auraient pas tardé à le faire, on mesurait la hauteur et on était capable de voir si le patient manquait ou pas de globules rouges. Bien évidemment, on était incapable d'avoir la connaissance appropriée au Moyen Âge. Cependant, la technique ne nécessite pas davantage de mesures que de mettre du sang dans une fiole et d'attendre que ça vienne sédimenter. Je suis un calcul qui permet d'évaluer la taille moyenne des globules rouges. Donc là, comme la question précédente, ça n'est pas quelque chose de physiquement présent dans le sang, c'est un calcul. Et c'est un calcul qui me permet de savoir si les globules rouges sont gros, moyens ou petits. Comment s'appelle ce calcul? C'est le volume globulaire moyen. Quelques éléments d'approfondissement. Le VGM donc représente le volume globulaire moyen. Ce VGM est important car il permet de décrire plus précisément les anémies. Alors reprenons. Anémie, c'est pas assez de globules rouges.
c'est aussi pas assez d'hémoglobine. Et quand vous avez une insuffisante production de globules rouges, il peut être intéressant de regarder la taille des globules rouges. Et cette taille des globules rouges nous est fournie par le volume globulaire moyen. En effet, si le volume globulaire moyen est inférieur à la normale, les globules rouges sont petits, on dit microcytaires. Si le volume globulaire moyen est supérieur à la normale, on parle de grands globules rouges, on parle de macrocytaires. Et si les globules rouges sont de taille normale, on parle de normocytaires. Ainsi, si on veut aller jusqu'au bout, quand on a une anémie avec des petits globules rouges, on parle d'anémie microcytaire. Si les globules rouges sont de taille importante, on parle d'anémie macrocytaire. Et pour une anémie avec un volume globulaire moyen normal, on parle d'anémie normocytaire. Voilà des distinctions qui sont importantes, car les causes de l'anémie ne sont pas les mêmes selon les différentes pathologies. Alors, vous pourriez avoir par exemple un manque de fer, ce qui amènerait l'organisme à multiplier le nombre de globules rouges, et dès que la nécessité du fer se fait sentir dans la maturation du globule rouge, dans la moelle osseuse, et que ce fer n'est pas présent, la fabrication du globule rouge s'arrête en quelque sorte au milieu, et l'organisme recommence un nouveau globule rouge. Et donc vous allez avoir des globules rouges qui seront peut-être nombreux, ou en tout cas pas inférieurs à la quantité normale, mais par contre ils seront tous tout petits. Et donc ils seront tellement petits qu'il y aura peu d'hémoglobine dedans, ils seront tellement petits qu'ils prendront peu de place, ceci qui nous explique pourquoi nous aurons alors un volume globulaire inférieur à la normale, un nombre de globules rouges à peu près normal, et derrière ça, un hématocrite qui représente l'empilement, l'entassement de tous les globules rouges, qui sera inférieur à la normale. On aura beau avoir autant de globules rouges qu'une personne normale, comme ces globules rouges sont petits, bien évidemment, ils prennent moins de place. Anémie microcytaire. Comment s'appellent les globules blancs sur un bilan sanguin? Ce sont les leucocytes. Rappelons que leuco veut dire blanc. Pour approfondir, disons que derrière le mot leucocyte se cachent plusieurs familles de cellules. Vous avez vu en première année, dans l'hématopoïèse, que nous avons au moins dans la famille des blancs deux grandes familles, toute la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. Tous ceux qui vont donner les lymphocytes B, les lymphocytes T, et de l'autre côté, les granulocytes et les monocytes. Quand on veut avoir le détail de chacune des familles, ça peut être important pour faire le diagnostic de certaines pathologies ou dans d'autres situations pour suivre le risque de destruction des globules blancs, par exemple, par un traitement, je pense aux chimiothérapies pour le cancer. Eh bien, il faudra demander le détail et il faudra demander ce qu'on appelle une formule leucocytaire. De manière générale, on peut dire que les globules blancs augmentent en cas d'infection. Indépendamment de ça, les éosinophiles peuvent aussi augmenter en cas d'allergie. Ainsi, quand le patient fait une allergie et qu'il a une quantité d'éosinophiles qui augmente de façon spectaculaire, si on se contente d'avoir le nombre total de globules blancs, eh bien on pourra avoir les globules blancs qui seraient augmentés, peut-être même supérieurs à la normale, alors même qu'il ne s'agit pas forcément d'une infection, mais d'une forme d'allergie. C'est pourquoi la formule leucocytaire, qui nous montrerait que cet excès de globules blancs est dû à une famille particulière de blancs, donc les éosinophiles, et donc ça nous rassurerait, si vous voulez, sur le caractère infectieux de cet excès de globules blancs. Exemple ici d'une formule leucocytaire, c'est issu d'un bilan sanguin. Donc vous avez tout en haut le nombre de leucocytes totaux, si on peut dire, les leucocytes, et puis après vous avez le détail, c'est les principaux qui sont cités ici,
Donc les polynucléaires, les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles, ceux dont je viens de vous parler là, qui sont augmentés en cas d'allergie, donc c'est donc les éosinophiles. Les neutrophiles sont très importants pour la défense de l'organisme. C'est ceux qui sont en première ligne pour la défense. Et donc une neutropénie pourrait signer un risque d'infection important. Mais je vous ai parlé tout à l'heure également des lymphocytes. Vous connaissez les CD4, les CD8. Et puis enfin les monocytes qui deviennent des macrophages, autre grande famille de globules blancs. Nous sommes les cellules chargées de colmater les brèches vasculaires. Nous intervenons en premier, dans l'hémostase bien sûr. Il s'agit des plaquettes. Quelques éléments d'approfondissement. Les plaquettes sont des petites cellules, encore plus petites que les globules rouges, n'ont pas de noyau non plus. Et dès qu'une brèche vasculaire apparaît, les plaquettes se collent sur les parois de la brèche, et puis derrière cela, elles se collent les unes sur les autres, jusqu'à finir par obturer le trou. Un manque de plaquettes, donc, représente un risque hémorragique, car c'est mettre le corps dans un état de privation de ce qui fait la première défense face à une brèche vasculaire, c'est-à-dire les plaquettes. Je suis un ion. Je suis un ion qui est associé à l'eau. Quand je suis présent en excès, je provoque des œdèmes et une hypertension. L'ion mystère qui est au milieu, là, j'ai effacé le nom de l'ion et j'ai mis ion mystère à la place. Quel est cet ion qui est donc positif? On le voit tout de suite. Qui attire à lui beaucoup de molécules d'eau et qui va, quand il est éliminé, donc emporter avec lui de l'eau. Quand il est stocké en excès dans l'organisme, il va stocker de l'eau avec. C'est ce qui provoque les œdèmes. Cet ion, c'est le sodium, l'ion Na, Na+. Quelques éléments d'approfondissement. L'ion sodium est surveillé de très près et il est dosé, je crois que c'est avec le potassium, c'est l'ion qui est le plus dosé en général. Et un excès de sodium peut provoquer des œdèmes et une hypertension, on l'a vu. Inversement, quand vous avez un manque de sodium, ça peut être associé à une déshydratation et une hypotension. On reverra juste après l'ion potassium comme ion également. Et disons que dans le milieu extracellulaire, donc en dehors des cellules, si vous voulez, et non pas dans le cytoplasme, hein, carrément dans le dehors, le milieu interstitiel, le plasma, le sang, hein, tout ça. Il s'agit essentiellement d'un milieu constitué d'ion sodium. L'ion le plus présent, c'est le sodium. Alors que le potassium, qui est important, lui, est plutôt dans le milieu intracellulaire. Donc, le deuxième ion le plus important, je suis un ion important. Quand je ne suis pas à la bonne concentration, des troubles du rythme cardiaque peuvent apparaître. Qui suis-je? Là, il y a déjà le sodium dessiné, c'est l'autre, bien évidemment. Il s'agit du potassium. Donc, le symbole chimique du potassium, c'est K. Ce K qu'on retrouve dans le mot kaliémie désigne le taux de potassium dans le sang. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le potassium est avant tout intracellulaire, mais ses entrées et sorties des cellules sont très importantes, car avec le sodium, il forme la paire d'ions qui permet la transmission du potentiel d'action le long de la membrane de l'axone. C'est aussi lui, sa fuite, qui est responsable du rythme sinusal dans le cœur. Car cela se produit de façon automatique. Je suis un ion important. Je suis souvent dosé sur un prélèvement sanguin de type artériel et non pas bilan sanguin normal. Quand on le veut souvent en artériel, c'est donc la gazométrie. Et j'ai une action de régulation du potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire le pH. Il s'agit des ions HCO3-, les ions bicarbonate. Quelques éléments d'approfondissement. HCO3-, hydrogénocarbonate, cet ion a un effet tampon. Effet tampon, ça veut dire qu'il permet de réguler le pH.
Réguler le pH, ça veut dire qu'il permet au corps d'absorber les éléments chimiques qui viendraient perturber le pH. En gros, vous avez un corps qui est à l'équilibre, avec un pH à peu près 7,4, 7,38, 7,42, 7,35, 7,45. On ne va pas chipoter sur les précisions extrêmes, mais vous avez un corps qui est à l'équilibre. S'il survient de l'acidité dans le corps, à cause d'un excès de CO2 par exemple, qui va venir perturber, à cause de plein de choses, une acidose, voilà. Les ions hydrogénocarbonates sont capables d'absorber cet excès d'ions qui provoquerait l'acidité pour maintenir le pH à 7,4. Et ça marche dans les deux sens. Si vous avez en même temps, si vous avez, non pas en même temps, mais si vous avez d'autre part un excès d'ions qui pourrait provoquer une alcalo, c'est-à-dire une élévation du pH, ces ions HCO3- sont aussi capables d'absorber ces ions pour éviter que le pH ne soit perturbé. C'est ça, avoir un effet tampon. Voici sous vos yeux les transformations. Vous voyez que le HCO3-, qui est mon ion de départ, hydrogénocarbonate, peut devenir CO3-. Quelle est la différence entre HCO3- et CO3-? Il manque un H, vous voyez, le H a été libéré. Le H, qu'est-ce que c'est? C'est l'ion d'hydrogène, le proton d'hydrogène, qui, par sa présence, diminue le pH. Ça rend le milieu plus acide. Et donc, HCO3- est capable de libérer quelque chose qui va acidifier le milieu. Donc, en cas, par exemple, de présence trop importante de choses qui voudraient rendre le pH moins acide, eh bien, les ions hydrogénocarbonates sont capables de libérer des ions H+, pour refaire descendre le pH. Et dans l'autre sens, selon les besoins, il peut faire le contraire. On part de HCO3- et on peut, s'il y a trop de H+, le HCO3- peut capter et devenir H2CO3. Dans ce cas-là, la molécule qui est sous vos yeux n'a même plus de charge. Il capte du H+, c'est-à-dire qu'il capte l'élément qui provoque l'acidité, qui diminue le pH, et donc en captant ça, il permet de remonter le pH, ou d'éviter qu'il baisse, si vous préférez, ce qui revient au même. Cette propriété est donc très intéressante pour la régulation du pH, et c'est pourquoi il est utilisé notamment en service de réanimation, pour rééquilibrer le patient quand il a des pH trop bas ou trop élevés. Je désigne la somme de l'albumine, des gamma-globulines de toutes sortes. Mon dosage est un indicateur assez grossier de la nutrition du patient. Et vous avez sur l'image des aliments qui sont riches dans ce que nous cherchons. Albumine plus les gamma plus les, c'est quoi tout ça? C'est la protéine totale, ou protidémie. Les éléments d'approfondissement. Protéine totale ou protidémie. Dans cette catégorie, il y a beaucoup d'éléments. Le sang contient énormément de protéines. Il y a tous les anticorps, déjà, tous les gamma-globulines. Et puis, il y a l'albumine, qui est la protéine la plus courante dans le sang. Elle seule, elle représente à peu près la moitié de toutes les protéines qu'on a dans le sang. Et puis, il y a toutes les hormones qui sont présentes dans le sang, puisque, souvenez-vous que l'hypophyse va parler aux glandes surrénales en libérant l'ACTH. L'ACTH est une protéine, et il y en a bien d'autres, mais la quantité de ces hormones, je vous le rappelle, est très très faible, car les hormones agissent à très faible dose. D'une manière globale, albumine, gamma-globulines, ce sont l'essentiel des protéines circulantes au niveau de la quantité. Et quand on a une diminution des protéines totales, on peut penser que le patient est dénutri, ce qu'on appelle une dénutrition. Je suis la protéine la plus fréquente du sang.
Et mon dosage est utile au suivi de la nutrition du patient. Si mon taux diminue, cela signifie que le patient est en dénutrition. On voit sur l'image deux formes de ce que nous cherchons. Le blanc d'œuf en bas, il y a le jaune qui est encore dans la coquille, et dans une petite cupule en verre, on a mis le blanc d'œuf, et le blanc d'œuf est pratiquement à 100% constitué de ce que nous cherchons. Et cette protéine peut également être injectée au patient quand il en manque. Vous voyez les flacons qui sont tout en haut. Il s'agit de l'albumine. On en a parlé un petit peu sur la diapo précédente. Quelques éléments d'approfondissement. L'albumine, c'est la protéine reine du sang. C'est la plus fréquente. 60% à elle seule de toutes les protéines du sang. Tout à l'heure, j'ai dit à peu près la moitié. C'est même un petit peu plus que la moitié. Au total, dans le corps humain en entier, la protéine la plus fréquente, c'est le collagène. Donc vous entendrez ça. Cependant, dans le sang, c'est bien l'albumine. Pour se donner une idée de ce à quoi ressemble l'albumine, quand elle est toute seule, étudiez le blanc d'œuf, qui est de l'albumine pure. C'est la protéine de base qui sert ensuite aux synthèses. Alors l'albumine est fabriquée à partir des protéines que nous ingérons dans notre alimentation. Donc les protéines que nous ingérons sont séquencées en acides aminés et le foie va prendre les acides aminés pour faire l'albumine, pour synthétiser l'albumine. C'est donc une protéine que nous fabriquons nous-mêmes. Et c'est cette albumine qui sert ensuite de base à toutes les autres synthèses. Le corps a choisi de pouvoir être polycarburant, je dirais, au niveau des protéines. Donc on peut profiter de l'essentiel des protéines qui existent dans le vivant, pour peu qu'on sache les découper en morceaux et obtenir des acides aminés. Et ensuite le corps va fonctionner avec une seule protéine, essentiellement une seule protéine, qui est l'albumine, pour pouvoir distribuer à tous les endroits où on a besoin de protéines une molécule, si vous voulez, qui est identique pour tous les organes. Voilà. Ce qui est plus facile que de fournir, ce qui est beaucoup plus facile, pardon, que chaque organe soit capable de travailler avec toutes les protéines qui existent. Voilà. Donc on passe par l'albumine comme intermédiaire, et c'est le foie qui se charge de ça, pour avoir après une protéine qui sert à tout l'organisme. Je désigne la molécule précurseur de l'albumine. Mon taux d'aujourd'hui annonce le taux d'albumine des prochains jours. Je suis donc l'indicateur parfait pour suivre l'évolution d'une dénutrition. C'est ce qui est symbolisé par cette image où on voit un plan d'un jeune arbre qui est en train de pousser et qui, de la gauche à la droite, a pris quelques centimètres. Eh bien, c'est un petit peu l'idée de la préalbumine et de l'albumine. La préalbumine devient albumine après maturation. Cette maturation prenant quelques jours, eh bien, on peut dire que quand le taux de préalbumine est faible, c'est que le corps n'en fabrique pas. Quand le taux est que dans quelques jours, eh bien, le taux d'albumine ne va pas monter. À l'inverse, quand le taux de préalbumine est élevé, on peut s'attendre à une élévation substantielle du taux d'albumine dans les prochains jours. Donc quand vous êtes face à un patient, que vous lui avez donné des compléments alimentaires de style hyperprotéiné, ne vous attendez pas à avoir immédiatement une bonification du bilan sanguin au niveau de l'albuminémie. Il faut attendre quelques jours. Et si vous êtes impatient, demandez au médecin qui vous prescrive la préalbumine et elle, logiquement, devrait monter de façon plus précoce. Ce qui est écrit ici, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et donc le taux de préalbumine annonce l'albumine des prochains jours, avec une préalbumine élevée quand le corps prévoit, quand le corps annonce une quantité d'albumine supérieure après, plus tard, et une préalbumine qui s'effondre. On peut dire que c'est l'indicateur pour se référer, pour comprendre.
Quand un patient se met au régime, par exemple, et qu'il mange beaucoup moins, eh bien, avant que l'albumine ne diminue, il va y avoir une diminution de la préalbumine. À l'inverse, quand il mange mieux en termes de protéines, il va d'abord y avoir une augmentation de la préalbumine et quelques jours après, l'albumine augmentera à son tour. Qui suis-je? Si mon taux à jeun dépasse à 2 reprises 1,27 g par litre, ou si mon taux sans être à jeun dépasse 1,7, on peut parler de diabète. Vous aurez tout de suite reconnu le glucose. Élément d'approfondissement. Vous avez vu que là, je vous ai parlé de diabète, évidemment. La pathologie la plus connue associée au taux de sucre dans le sang, c'est le diabète. Le taux de sucre s'appelle la glycémie. Et pour pouvoir prouver le diabète, on peut très bien demander au patient d'être à jeun. On lui fait sa prise de sang. Et si le taux de sucre en étant à jeun est supérieur à 1,27, c'est pas normal. Avec un patient qui est à jeun, logiquement, on devrait avoir moins de sucre dans le sang, voire peut-être une hypoglycémie. Et puis, même sans être à jeun, on peut demander au patient d'ingérer un repas même un petit peu sucré. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Le patient vient à la prise de sang sans être à jeun. Si, en n'étant pas à jeun, sa glycémie dépasse 1,7, ça n'est pas normal. Quand bien même aurait-il fait un repas très sucré, il n'y a pas de raison que le corps ne soit pas capable de réguler cet excès de sucre par une hyperproduction d'insuline, pour compenser, pour faire revenir la glycémie à la normale. Et donc là, on a un patient qui est dépassé par le sucre apporté par l'alimentation, et c'est donc un diabète. Bon, j'ai décrit très très peu de normes dans ce questionnaire. Vous avez vu, depuis le début, je ne vous ai pas trop embêté avec les chiffres. J'aurais peut-être pu ajouter l'hémoglobine, avec au moins 12 grammes par décilitre chez les femmes, 13 chez les hommes. Voilà, une limite à ne pas franchir en dessous. Mais voilà, pour le sucre, en revanche, je pense qu'il est important que vous appreniez par cœur qu'une glycémie normale est acceptable entre 0,7 et 1,1. Si vous tenez à me dire 0,8 et 1,2, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Attention à ne pas dépasser 1,27 tout de même, puisqu'il s'agit de la définition du diabète. Comment évaluer la glycémie moyenne d'un patient sur 3 mois? Quelle molécule doser pour en avoir une idée? Alors voilà une question incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sang qui nous permettrait d'avoir une moyenne? Eh bien, vous voyez ici les globules rouges qui se promènent et il y a du sucre dans le sang. Les sucres dans le sang sont symbolisés par ces petits hexaèdres bleus et on voit qu'ils peuvent se fixer sur l'hémoglobine. Ça, c'est intéressant. Les molécules de sucre peuvent donc se fixer sur les globules rouges. Plus il y a de molécules de sucre présentes dans le sang, plus les globules rouges vont se charger en sucre. Et donc cette hémoglobine sucrée, si on peut dire, va donc nous permettre de comprendre s'il y a beaucoup ou pas de globules rouges qui sont saturés en sucre. Et donc, c'est le reflet du nombre de la quantité de sucre disponible à disposition. Et là, quand on se souvient que la durée de vie du globule rouge, c'est à peu près 120 jours, quoi, donc à peu près 3 mois, eh bien, on peut se dire que les globules rouges qui naissent, qui arrivent tout neufs de la moelle osseuse, n'ont pas encore rencontré de sucre, ou pas beaucoup, en fait. Et donc, au fil de leur voyage dans le sang, ils vont plus ou moins se rencontrer des globules rouges, du sucre, et certaines molécules de sucre vont se fixer sur les globules rouges. Et quand elle est fixée, ça reste. Et donc, il y a une espèce de taux d'imprégnation des globules rouges par le sucre. Et le taux d'imprégnation des globules rouges par le sucre nous donne le taux d'imprégnation du sucre dans le sang. Et en regardant donc si les globules rouges sont plus ou moins sucrés en moyenne, eh bien on a le reflet
pour savoir si le sang est plus ou moins sucré en moyenne. Et comme la durée de vie du globule rouge, c'est 3-4 mois, eh bien on s'est dit, tous les 3 mois, on va regarder l'hémoglobine sucrée. Hémoglobine glyquée. Donc, c'est noté HbA1c. Moi, je vous invite à apprendre ça par cœur, puisque malheureusement, sur les bilans sanguins, ça n'est pas toujours écrit hémoglobine glyquée. Donc, si vous connaissez cette façon d'évaluer la quantité moyenne de sucre dans le sang, mais que vous butez sur cette connaissance parce que vous n'avez pas appris que c'est HbA1c, quel dommage. Vous avez devant vous le chiffre que vous cherchez, et vous ne savez pas le trouver parce que vous avez oublié le nom un petit peu technique de laboratoire. Voilà. Donc c'est important, HbA1c, hémoglobine glyquée. Ça, c'est ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Le taux d'hémoglobine sucrée est donc le reflet du taux de sucre. Continuons. Je suis le produit de dégradation des muscles. Mon dosage m'informe sur l'élimination rénale. Donc, produit de dégradation des muscles, mon dosage informe sur l'élimination rénale. Alors, si on regarde le schéma, on voit qu'il y a entretien, renouvellement des muscles, ce qui revient un petit peu au même. Et quand j'ai cet entretien ou ce renouvellement des muscles, eh bien, dans l'image numéro 1, ce déchet, qui témoigne du renouvellement, va être évacué par le sang. Donc, il se retrouve dans le sang. Il se promène dans le sang et comme 20% de toute la circulation sanguine, il est capté par l'artère rénale et donc il va passer par le rein. Et au passage par le rein, il est éliminé par le rein. Et donc ce que nous cherchons va passer du sang à l'urine primitive et va y rester pour finir dans les urines définitives, urétère, vessie, urètre extérieur. 1, 2, 3, 4 sur le schéma. Qui suis-je? La créatinine. Quelques éléments d'approfondissement. La créatinine, c'est donc un déchet de l'activité musculaire. Et cette molécule est éliminée exclusivement par les reins. Voilà qui est intéressant. Si ça n'avait pas été le cas, je ne pense pas que nous parlerions en ce moment, vous et moi, je ne pense pas que nous parlerions de créatinine. Parce que, comme s'il y avait eu une autre façon d'éliminer cette molécule, elle n'aurait pas pu être un indicateur intéressant pour le rein. Là, pour le coup, on a une molécule qu'il faut évacuer et seul le rein en est capable. Par conséquent, si elle n'est pas évacuée, eh bien on peut directement accuser le rein de ne pas faire son travail. Peut-être de ne plus en être capable et donc d'avoir une insuffisance rénale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut retenir. Trop de créatinine signifie le rein ne fonctionne pas bien. D'autres façons d'éliminer des molécules existent dans l'organisme. Vous connaissez bien sûr la bile. Une grande partie du sang passe par le foie, la majeure partie, même, mais pas pendant un seul cycle, mais le sang passe par le foie, et le foie est capable de capter des éléments pour s'en débarrasser, et ça finit dans les voies hépatiques, le canal hépatique, puis après le canal cholédoque, qui se réunissent avec le canal pancréatique dans l'ampoule de Vater, le tout se déversant dans le duodénum, c'est-à-dire dans le milieu extérieur. C'est donc une façon de faire ressortir des molécules dans l'organisme, et tout ça, ça finit dans les selles. Une autre façon de rejeter des molécules vers l'extérieur, c'est la transpiration. Et puis nous connaissons également la respiration, qui se fait dans l'arbre bronchique et qui permet une interface, l'arbre bronchique j'entends, au niveau des alvéoles permet des échanges entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et nous savons tous que l'organisme rejette beaucoup de CO2, rejette le CO2 par la respiration. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons pour le corps d'éliminer des déchets. Et là, pour le coup, la créatinine, est éliminée à 100% par le rein. Et donc, toute variation du taux de créatinine
sera expliqué par une variation de la qualité de la filtration rénale. Donc très intéressant. En plus, pour corroborer le tout, pour magnifier cet intérêt, eh bien, puisque c'est un reflet du fonctionnement musculaire, plus le patient est musclé, plus il en fabrique. Moins il est musclé, moins il en fabrique. Et donc, on peut avoir une idée, en fonction de la corpulence, on peut avoir une idée de la quantité de créatinine que fabrique un patient, de façon un petit peu statistique. Hein. Évidemment, il y a des écarts. Hein. Mais en prenant en compte l'âge et le poids, on est capable de se dire, tiens, tel patient avec cet âge-là et ce poids-là doit à peu près bricoler par jour telle quantité de créatinine. Et on regarde ce qui reste dans le sang, donc ce qui n'a pas été éliminé par le rein. Et donc par rapport à cette quantité théorique fabriquée et celle qui reste dans le sang, donc avec une soustraction, celle qui a été éliminée, on est capable de savoir ce que le rein est capable d'éliminer. Et donc ça nous servira à calculer le débit de filtration glomérulaire qui nous permet d'évaluer la fonction rénale. On verra ça beaucoup plus en détail lors de l'UE 2.7 S4, processus dégénératif. Mais déjà, là, j'espère que vous avez bien compris l'importance de cette créatinine. Alors, un exemple très simple d'application. Peut-être avez-vous déjà descendu un de vos patients en service de radiologie pour faire un scanner, et je dirais plus précisément un scanner injecté, donc avec un produit de contraste pour améliorer les images. Et on demandera systématiquement le taux de créatinine du patient pour savoir si on peut injecter le produit de contraste, qui est potentiellement un petit peu dangereux pour le rein. Et donc on va s'assurer que le patient n'a pas trop de créatinine. S'il n'a pas trop de créatinine, c'est qu'il a une bonne élimination rénale. S'il a une bonne élimination rénale, on ne sera pas inquiet et on fera le scanner injecté. S'il a une mauvaise élimination rénale, on fera le scanner non injecté. Je suis le déchet du métabolisme des protéines. Mon taux peut informer sur la santé de la fonction rénale. Bon, c'est un petit peu une molécule proche de la précédente, seulement c'est pas la même, c'est l'urée. Et donc dans les bilans sanguins, vous avez souvent, quand on vous dit la fonction rénale c'est quoi, vous dites urée, créate. Et oui, vous avez les deux. Alors, pour approfondir, l'urée, c'est une molécule qui est issue du métabolisme des protéines. La fonction amine qu'on voyait sur l'image précédente, de la diapositive précédente. C'est un produit qui est la conséquence de la destruction des protéines que nous ingérons. Hein, nous avons dit tout à l'heure que quand nous ingérions toutes les protéines via l'alimentation, dans un premier temps, toutes les protéines étaient cassées en morceaux pour avoir les acides aminés, et après, le foie refabriquait de l'albumine. Eh bien, un des déchets de cette phase de destruction des protéines pour en faire des acides aminés, c'est l'urée. Et cette urée est éliminée par voie rénale. Donc c'est aussi intéressant, d'ailleurs ça l'a longtemps été, hein, pour suivre la vigueur du rein, la vigueur de l'élimination rénale. Cependant, c'est pas aussi performant que le précédent, puisque le calcul précédent avec la créatinine, on avait, grâce à la corpulence du patient et à son âge, on avait une estimation assez précise de la quantité qu'il faisait. Alors que pour l'urée, c'est beaucoup plus délicat, car si un patient a une consommation très fluctuante en urée, il aura par définition une quantité d'urée fluctuante dans le sang, je dirais, quelle que soit la qualité de sa fonction rénale. Donc évidemment, par rapport à un patient qui mange très régulièrement, ça marche, c'est intéressant. Seulement, toutefois, cette variation possible du taux d'urée en fonction de l'alimentation fait que ce n'est pas la molécule de référence qui est étudiée pour la fonction rénale et qu'on se concentre plutôt sur la créatinine. Bon, les deux sont utiles, mais on se concentre avant tout sur la créatinine.
Nous cherchons une transaminase, une de ces molécules dosées pour juger de la santé du foie. Une atteinte du foie peut faire augmenter mon taux. Il y a 2 transaminases, et là, celle que je cherche, c'est celle qui n'est pas spécifique du foie, contrairement à l'autre. Comment s'appelle cette transaminase? Il s'agit de l'azate, noté anciennement SGOT. Quelques approfondissements. Azate ou aspartate aminotransférase, ancienne écriture SGOT, c'est une enzyme qui témoigne du bilan musculaire, cardiaque ou hépatique et qui peut augmenter en cas de souffrance musculaire cardiaque ou hépatique. Quand ces organes souffrent, les azates augmentent dans le sang. Ainsi, avoir sur un bilan sanguin un azate augmenté nous permet de penser que peut-être y a-t-il un problème de muscle ou un problème hépatique. Avec la suivante, qui sera la transaminase spécifique du foie, ça sera une indication rapide de savoir si il y a une atteinte des muscles et du foie ou spécifiquement du foie. Et donc, si jamais on a dans un bilan sanguin seuls les azates qui augmentent, il faudra chercher un autre problème qu'un problème hépatique. Donc c'est ça qui est intéressant de doser les deux. Et donc nous arrivons à la deuxième. Nous cherchons la transaminase qui est spécifique du foie. Et spécifique du foie, il y a un L dedans. L comme liver en anglais. Nous avions l'azate, et bien maintenant c'est l'alate. Ancienne dénomination SGPT. Quelques éléments d'approfondissement. C'est donc l'alanine aminotransférase. Cette transaminase est spécifique du foie. Sa concentration plasmatique augmente. On peut en déduire qu'il y a une destruction du tissu hépatique, destruction des cellules du foie donc, et spécifique des cellules du foie. Quand vous avez azatalate qui augmente en même temps, on est sûr qu'il y a un problème de foie. Quand seuls les azates augmentent, il y a un problème plutôt au niveau des cellules musculaires, peut-être même cardiaques. Nous cherchons une enzyme dont la présence dans le sang manifeste une destruction tissulaire. Je suis peu spécifique d'un organe en particulier, mais mon dosage associé à la symptomatologie peut orienter le diagnostic. Nous avons ici une molécule à chercher qui est proche dans l'idée avec ce que nous avons déjà rencontré pour le foie. On va remarquer une élévation de cette protéine dans le sang quand des cellules sont détruites. Quand les cellules sont détruites, elles déversent leur cytoplasme dans le milieu et une partie de ce cytoplasme va se retrouver dans le sang. Et donc trouver les éléments du cytoplasme, c'est prouver que des cellules sont mortes. Voilà. On aura exactement le même raisonnement quand on parlera de la troponine tout à l'heure pour le cœur. Ici, il s'agit de la LDH, lactate déshydrogénase. Élément d'approfondissement pour la LDH, lactate déshydrogénase. L'augmentation de la LDH, comme vous le voyez ici, n'est pas spécifique d'un organe en particulier. Le foie, le cœur, les poumons, les muscles, les reins, et même des maladies plus hématologiques comme le lymphome, peuvent faire augmenter la LDH. Donc on pourrait se demander à quoi ça sert si ce n'est pas spécifique. Eh bien déjà, pour commencer, quand on fait un bilan sanguin de contrôle, demander la LDH, la trouver augmentée, c'est déjà l'invitation à faire des examens plus poussés. Et puis quand on a une pathologie déclarée, identifiée, on pourra utiliser la LDH comme un marqueur de réussite de la prise en charge. La LDH dans ce cas devrait diminuer. Et on peut également utiliser la LDH pour vérifier que la pathologie que nous pensons avoir réglée
n'est pas en train de revenir, ce qui témoignerait d'une reprise de la pathologie. On parle encore du foie. On voit un foie sain à gauche, un foie malheureux. Nous cherchons une molécule spécifique du foie qui augmente quand le foie est en souffrance, quand le foie est longtemps soumis à des agents, on va dire, qui provoquent une restructuration profonde de son tissu car ça l'abîme, ça lui demande trop de travail. On voit la conséquence à droite. Longtemps, le taux a été utilisé pour déterminer si le patient avait une consommation excessive d'alcool. On a trouvé mieux, on a trouvé plus précis. Toutefois, c'est encore un bon indicateur. Il s'agit des gamma-GT. Quelques éléments d'approfondissement. Gamma-GT ou petit G ou gamma-glutamyl transpeptidase, tous les noms différents existent, il s'agit d'expliquer ou pas les acronymes. C'est une enzyme membranaire qui est présente notamment dans les cellules hépatiques. Et l'augmentation des gamma-GT est souvent associée à la surconsommation d'alcool. Toutefois, attention, d'autres atteintes hépatiques peuvent également provoquer une augmentation des gamma-GT. Par exemple, quand vous avez une cholestase, je vous renvoie ici aux lithiases biliaires, ou une stéatose, c'est-à-dire un foie qui est gras, des atteintes chroniques ou aiguës du foie, comme les atteintes virales, médicamenteuses, toxiques. Tout cela peut provoquer une souffrance hépatique et donc provoquer une augmentation des gamma-GT. Mais dans un contexte d'alcoolisme connu, les gamma-GT peuvent, leur fluctuation en tout cas, peuvent être un indicateur de le suivi du patient. Je suis un pigment jaune, issu de la dégradation de l'hémoglobine. J'existe sous deux formes, une forme libre ou conjuguée. Ici, c'est le dosage total, global, dont il s'agit. Notez sur la main qui est à gauche, sur la main du haut plutôt, la coloration très jaune du patient, de la peau du patient, qui témoigne de la dissémination dans tout l'organisme de ce pigment jaune qui, se répandant à partir du sang vers l'organisme, colore tout l'organisme en jaune. Il s'agit de la bilirubine totale. Quelques éléments d'approfondissement. La bilirubine totale est la somme de la bilirubine libre et de la bilirubine conjuguée. Sa couleur est jaune et c'est la dégradation de l'hémoglobine qui, elle, est rouge en fait. Il y a deux formes, comme on a compris, la libre et la conjuguée. La forme libre est toxique. Elle est directement issue de la transformation de l'hémoglobine après destruction du globule vieillissant, alors que la conjuguée, elle, résulte de la transformation de la bilirubine libre en bilirubine conjuguée par le foie. Donc dans la logique, vous avez compris qu'on part de l'hémoglobine, on arrive à la bilirubine libre, qui est toxique, et derrière la bilirubine conjuguée, qui l'est moins. Elle est moins toxique car le foie a eu le temps de la transformer. Ainsi, quand vous avez un excès de bilirubine, cela signifie que vous avez soit un excès de production d'hémoglobine, de bilirubine libre, et que le foie n'est plus capable de suivre, donc vous avez une destruction des globules rouges, donc vous avez une hémolyse. Ou deuxième solution, vous avez une quantité normale, habituelle, je dirais, d'hémoglobine qui est dégradée en bilirubine, c'est-à-dire un vieillissement normal des globules rouges, mais le foie a un problème et n'est plus capable d'assurer la transformation de la libre en conjuguée. Voilà. Trop de bilirubine dans le sang provoque la jaunisse. Comme le pigment est jaune, ça provoque la jaunisse. Le terme médical est ictère. La fraction de bilirubine passant dans les urines lui donne sa couleur jaune. Et ça colore également
en foncé, quand le pigment s'accumule, les sels. Donc, maintenant que nous avons tout expliqué dans le premier, cela va aller plus vite. On parle du pigment jaune qui existe sous deux formes. Là, je veux la forme qui est libre, c'est la bilirubine libre. À noter que je parlais d'une coloration jaune de l'organisme, de l'ictère. Eh bien, le blanc de l'œil peut être également touché et viré au jaune. Concluons avec le dernier pigment jaune. C'est toujours issu de la dégradation de l'hémoglobine, j'existe sous deux formes, et là on veut la conjuguer, c'est la bilirubine conjuguée. Nous cherchons les phosphatases alcalines. Alors évidemment, je vous donne le nom tout de suite. Mais comment figurent sur le bilan sanguin les phosphatases alcalines? Comment sont-elles écrites? C'est généralement une abréviation. Les phosphatases alcalines sont des molécules dont le taux augmente de façon normale pendant la grossesse ou la croissance, donc de façon physiologique. En revanche, en dehors de ces périodes, l'augmentation sanguine des phosphatases alcalines doit conduire le praticien à s'inquiéter, c'est qu'il y a une atteinte hépatique. Comment sont-elles notées? PAL, phosphatase alcaline. Quelques éléments d'approfondissement donc pour les phosphatases alcalines. Il s'agit, comme le nom l'indique, d'une molécule plutôt basique, c'est-à-dire avec un pH élevé, qui augmente naturellement, nous l'avons déjà dit, lors de la croissance et de la grossesse. Mais en dehors de ces périodes naturelles, l'augmentation doit orienter vers une pathologie. Les phosphatases alcalines augmentent quand la bile ne peut plus s'écouler. Donc dans le bilan sanguin que l'on peut faire au décours d'une suspicion d'une lithiase biliaire, par exemple, les phosphatases alcalines seront un bon indicateur. Si les voies biliaires sont obstruées, nous aurons également une augmentation logique de la coloration jaune de la peau. L'atteinte osseuse est possible, c'est moins fréquent, mais il peut y avoir également une augmentation des phosphatases alcalines. Enfin, la maladie de Paget, un rachitisme de tout l'appareil osseux, permet également de voir les phosphatases alcalines. Quelques tumeurs, le foie, les os, peuvent aussi induire une élévation des phosphatases alcalines. Vous l'aurez compris, en dehors de la grossesse et des phases de croissance, en trouver, c'est un problème. Après, on peut cumuler le bilan sanguin avec l'analyse des signes cliniques. D'un côté, un ictère, de l'autre, des douleurs, de l'autre, un problème de croissance, par exemple. Un point sur le bilan martial, c'est-à-dire le bilan du fer. Le fer dont il s'agit, c'est bien le métal, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas du métal solide, hein, c'est les atomes de fer qui circulent sous forme ionisée dans le sang. Ce dosage va nous être utile pour explorer une anémie, hein, même si ce n'est pas le seul indicateur. On peut également y noter l'intérêt d'avoir la ferritine, qui est la forme de stockage, de réserve du fer. Et puis, il y a la forme qui circule, notamment sur un transporteur qu'on appelle la transférine. Et puis, ce transporteur lui-même, est-il plus ou moins chargé en fer? Est-il très utile? Ça sera le coefficient de saturation à la transférine. Voilà. À noter qu'un synonyme de la transférine existe, c'est la sidérophiline. Le fer en grec, c'est sidéro. Sidéro, hein, souvenez-vous des grands complexes industriels du nord de la France qui fabriquaient de l'acier, on appelait ça la sidérurgie. Mais enfin, on n'est pas en train de faire un cours sur le fer et l'anémie, il s'agit de présenter les éléments du bilan martial, bilan du fer. Donc, j'ai cité le fer sérique, la transférine, la ferritine. Ajoutons enfin donc la dernière subtilité, la molécule de transport est-elle, oui ou non, saturée? J'ai des transporteurs, d'accord. Est-ce qu'ils voyagent avec du fret
ou voyage-t-il à vide? C'est important. Et donc, il sera également utile de pouvoir doser la saturation de la transférine. Le regard est alors complet. On a la quantité qu'on veut, les transporteurs et la saturation des transporteurs. Quelle est la forme du fer circulant librement dans le sang? C'est le fer sérique, le fer qu'il y a dans le sérum. Deuxièmement, la forme de stockage du fer dans les tissus. On vient de le voir. Ce sont les mêmes barres, mais il y en a beaucoup et elles sont stockées, bien rangées. Il s'agit de la ferritine. Troisièmement, le fameux transporteur. Voilà, j'ai pris un petit camion qui transporte des barres de fer. Il s'agit de la transférine ou son équivalent, la sidérophiline. Et enfin le dernier, est-ce que le camion voyage plein ou vide? Quelle quantité de fer y a-t-il sur mon transporteur? C'est le coefficient de saturation de la transférine. Un petit peu comme pour le fer, commençons à faire un petit point sur le cholestérol avant de nous lancer sur les analyses précises. Il y a 3 mesures du cholestérol, le bon, le mauvais, le total. Cela nous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu avec la bilirubine, la totale, la libre et la conjuguée. Voilà, il y a les 3 aussi. Nous avons le HDL, High Density Lipoprotein, hein, HDL. C'est le bon cholestérol et le HDL, pardon, est utile car il transporte le cholestérol vers le foie. Donc c'est une espèce de cholestérol qui transporte le cholestérol vers le foie. S'il transporte vers le foie pourra s'en charger et transformer ce HDL en forme de stockage des lipides. C'est donc quelque chose qui va permettre de diminuer la quantité de cholestérol dans le sang. C'est donc tout à fait bénéfique. À l'inverse, le low density LDL lipoprotéine est le mauvais cholestérol. Et ce mauvais cholestérol, lui, va s'accumuler dans le sang. Et comme il s'accumule dans le sang, il va se déposer sur les parois et contribuer à former les plaques d'athérosclérose, qui est une forme de dépôt lipide sur la paroi des artères. Le cholestérol, d'après les explications du rôle de chacun, je pense que vous aurez compris pourquoi. Nous avons d'un côté le HDL, qui comme il est le bon cholestérol, il est utile. Donc ce qu'il faut, c'est en avoir assez. On ne craint pas un excès, on craint d'en avoir trop peu. Et donc vous verrez sur les bilans sanguins que l'objectif des normes du bon cholestérol, du HDL, c'est plutôt en avoir au-dessus d'une certaine quantité, souvent au-dessus des 0,6 g par litre. Voilà. Ensuite, on comprend bien qu'une fois qu'on a distingué les 2 formes de cholestérol, c'est utile pour savoir si c'est bien ou pas. Mais si on n'a que le cholestérol total, on serait bien en peine, même si on a quand même l'idée, mais on serait bien en peine d'avoir une vision parfaitement claire sur le sujet. Il faut avoir la distinction des deux, du bon et du mauvais. Et pour être tout à fait précis, dans le cholestérol total, on doit ajouter 1/5 du taux de glycéride, qu'on verra également dans les analyses un petit peu plus loin. Et donc là, question, je désigne le bon et le mauvais cholestérol à la fois. Quel est-il? Le cholestérol total. Maintenant, je suis le bon cholestérol, celui qui est bon. On le voit à gauche, ce bon cholestérol, quand il y en a suffisamment, il y a peu, ou même pas du tout, sur le petit dessin, de dépôt de lipides sur les parois de l'artère. On a vu donc que c'était le HDL, le High Density Lipoprotein, alors que le mauvais cholestérol qui, comme par hasard, se retrouve dans tout ce que on a envie de dire qui est bon,
en fait, hein. C'est tout ce qui est le mauvais cholestérol, le LDL, donc dans les frites, les cacahuètes, les aliments un petit peu gras, les donuts, les sauces. Voilà. Je suis une molécule de réserve énergétique appartenant à la famille des lipides. Appartenant à la famille des lipides. Nous sommes métabolisés, c'est-à-dire fabriqués par le foie, à partir du sucre et de l'alcool. Qui sont-ils? On voit que la molécule qui est dessinée sur l'image ici comporte 3 longues chaînes reliées entre elles par un petit pont qui est en vert. Il s'agit des triglycérides. On a vu tout à l'heure que les triglycérides faisaient partie pour 1/5 du taux de cholestérol total. Quelques éléments d'approfondissement sur les triglycérides. Ce sont des lipides qui comportent 3 chaînes d'acides gras. Ce que je vous ai montré, les longues chaînes tout à l'heure, hein, c'était des acides gras. C'est la forme principale de réserve de l'énergie dans le monde animal, donc pas seulement chez l'homme, hein, et qui sont stockés dans le tissu adipeux. On peut rencontrer des triglycérides dans l'alimentation avec la consommation de triglycérides eux-mêmes, graisse animale, huile, produits laitiers. Mais les formes de stockage sont aussi issues de la transformation des excès qu'on aurait en sucre et en alcool, que le corps va transformer en triglycérides. Le foie est capable de les fabriquer, hein, donc citons principalement le sucre et l'alcool. Et l'hypertriglycéridémie isolée est néfaste pour le foie et la rate qui accumule les triglycérides. Ça peut être la cause donc d'un foie gras, si on peut dire, et d'une pancréatite aiguë. Quand on a la dégradation des triglycérides, cela libère des acides gras qui sont nocifs pour le pancréas. Donc c'est à la fois un problème pour l'organe lui-même qui les fabrique, car il va se surcharger, et même s'il arrive à les ventiler dans l'organisme pour que ça soit stocké dans les cellules adipeuses, il y a, quand on les déstocke, pour avoir de l'énergie bien sûr, hein, il y a un problème temporaire de gestion de cet excès d'acide gras qu'on a libéré, 3 acides gras par triglycérides qui peuvent abîmer le pancréas. En général, on a une association des deux. On a souvent une hypertriglycéridémie avec une hypercholestérolémie. Et donc le tout réuni donne un facteur de risque très important des maladies cardiovasculaires avec l'artériosclérose. Entrons maintenant dans la coagulation avec 3 éléments du bilan sanguin incontournables: TP, taux de prothrombine, TCA, temps de céphaline activée, et INR, International Normalized Ratio. L'objectif de ces 3 marqueurs sanguins est d'évaluer la capacité de coagulation d'un patient. Il s'agira, dans les 3 cas, de comparer le sang du patient avec le sang d'un témoin qui sert de référence. Les écarts se mesurent par rapport à ce sang témoin et on en conclura sur la capacité du patient ou pas à coaguler. Dans la pratique courante, l'étude de la coagulation est surtout pratiquée à titre de surveillance des patients sous anticoagulants. Citons 2 exemples incontournables de l'UE 2.8. Je pense aux 6 mois d'anticoagulants nécessaires pour le traitement au long cours de la thrombose veineuse profonde, jusqu'à 1 an de traitement d'anticoagulants pour l'embolie pulmonaire. La coagulation est importante pour lutter contre les saignements et fait partie du bilan préopératoire. Donc indépendamment d'un traitement, le patient va avoir également un bilan de coagulation exhaustif afin de savoir s'il y a un risque ou pas pendant l'intervention qu'il y ait une hémorragie. 3 éléments, étudions-les un par un, avant de les présenter sous forme de devinettes. Le premier est le TP, donc le taux de prothrombine. La prothrombine, c'est le facteur 2. Nous verrons sur la diapo d'après l'ensemble des facteurs à titre de rappel. Le TP explore plutôt la voie extrinsèque, c'est-à-dire la voie qui vient des tissus,
Il s'exprime en pourcentage car il compare le temps de coagulation du sang du patient par rapport au témoin. C'est le temps sur un autre temps, ça fait un pourcentage. Plus le TP diminue, plus le TP est décoagulé. Le temps des céphalines activées maintenant, c'est la voie plutôt intrinsèque, celle qui se produit à l'intérieur même du vaisseau sanguin. Et enfin, l'INR, Internalized Normalized Ratio. Comme le TP, il s'agit d'un calcul, c'est le rapport du TP du patient par rapport au TP du sang témoin. Donc déjà un premier calcul et un calcul sur ces calculs, et ça nous donne l'INR. Quand le patient a une coagulation tout à fait normale, tout à fait standard, l'INR est à 1 parce que son TP est le même que le TP du témoin. Et si on a la même valeur en haut et en bas de la fraction, eh bien ça fait 1 comme résultat. Quand l'INR augmentera, c'est que le patient est de moins en moins coagulé. Essayons de retrouver les trois éléments par une devinette. Je suis un examen pratiqué pour l'évaluation de la coagulation et correspondant à un pourcentage du temps de coagulation d'un sang témoin. Donc c'est bien un pourcentage, ça va être un calcul. Vous voyez ici devant vous les 13 facteurs de coagulation. Nous avons parlé tout à l'heure du TP, le taux de prothrombine, le voici, vous voyez. Voilà. C'est le facteur numéro 2. Il s'agit donc du TP, le taux de prothrombine. C'est un examen qui est pratiqué pour l'évaluation de la coagulation, sans unité, et utile aussi pour le suivi des vitamines, des antivitamines K, des AVK. Qui suis-je? On voit sur l'image un Préviscan, coumadine, minicintron, plusieurs molécules. Il s'agit de l'INR, International Normalized Ratio. Et enfin, je suis un examen pratiqué pour l'évaluation de la coagulation, comme les deux autres. Il s'exprime en secondes et son allongement signifie que le patient est moins coagulé que la normale. Donc là, c'est un chronomètre, c'est un temps, bien sûr, c'est le temps de céphaline activé. Nous cherchons une molécule qui est caractéristique de l'inflammation. Ici, vous voyez plusieurs éléments, plusieurs endroits du corps où il peut y avoir une inflammation. Intéressant au niveau clinique, avec dans l'image en haut à gauche, une inflammation qui est en train de se produire. On voit qu'il y a déjà un gonflement, une vasodilatation locale. C'est ce qui provoquera la rougeur et la chaleur. On voit une irritation de tout le côlon, ascendant, transverse et descendant, sigmoïde aussi. On voit des inflammations au niveau de la tête, du genou, du coude, du rachis lombaire et même de l'épaule. Et puis, dans l'image qui est en bas à droite, les 5 signes essentiels de l'inflammation avec la douleur, la chaleur et la rougeur. Chaleur et rougeur vont ensemble en général. Il s'agit d'une rougeur qui est la conséquence de la vasodilatation locale. Et cette vasodilatation locale apporte le sang à la périphérie, donc ça devient plus rouge. Et comme le sang est à la périphérie, c'est chaud. On a du 37 degrés qui arrive presque à la surface. La conséquence de cet encombrement, quelque part, c'est une enflure. Cette vasodilatation qui est produite sous la peau, quand elle est importante, ça provoque un gonflement qui est visible et pas seulement sous la peau. Et quand on a une articulation, eh bien ça peut provoquer une diminution de la mobilité de cette articulation. Voici les 5 facteurs intéressants. Quelle est la molécule qui est caractéristique de l'inflammation? C'est la CRP. Vous verrez encore sur les bilans sanguins des bilans où figure la vitesse de sédimentation. C'est un examen de laboratoire qui était également pratiqué, qui a été pratiqué pendant longtemps, et qui quelquefois est encore visible. Pour approfondir, disons que la CRP,
c'est caractéristique de l'inflammation et sa concentration s'élève dans le sang quand un syndrome inflammatoire apparaît. Beaucoup de choses peuvent provoquer un syndrome inflammatoire. Ça n'est pas une pathologie à elle toute seule, en tout cas pas toujours, hein. Elle accompagne plutôt d'autres pathologies qui ont des conséquences inflammatoires. L'exemple le plus simple pour bien comprendre cette distinction, c'est l'infection. Quand le corps subit l'agression d'un virus ou d'une bactérie, on parle d'infection. L'infection s'accompagne d'une hyperthermie, d'une augmentation des globules blancs, en tout cas plein de choses, et d'un syndrome inflammatoire. Ainsi, le dosage sanguin caractéristique d'une infection se traduit-il par une élévation des globules blancs, qui signe l'augmentation de la défense de l'organisme, et de la CRP, qui signe l'inflammation. Inversement, si on a la CRP qui est seule augmentée, on n'aura pas une infection. On aura une inflammation, certes, mais pas une infection. Il faut chercher une autre pathologie qui peut provoquer une inflammation. Exemple, fracture, entorse s'accompagne d'une inflammation, mais également les croissances tumorales. Bref, pour simplifier et résumer tout ça, l'identification du syndrome inflammatoire n'est pas une fin en soi, mais constitue le signal d'alerte de nombreuses autres pathologies. Et également la façon de suivre les progrès du patient. Un zoom sur les hormones thyroïdiennes. Nous sommes directement ici en lien avec l'UE 2.2 S1 qui nous a présenté en première année la commande TSH et les hormones fabriquées T3, T4. Les hormones thyroïdiennes sont donc T3 et T4. T3, T4 sont les hormones thyroïdiennes sécrétées par la thyroïde. Doser T3, T4 sert donc à savoir si la thyroïde fonctionne bien. Mais on peut aussi doser TSH. Ça va être la question suivante, la thyréostimuline hormone. Or, bien souvent, vous rencontrerez des dosages de T3, T4 pour des patients qui n'ont pas de thyroïde. Et alors là, est-ce qu'on est en train de devenir fou? Eh bien non, on n'est pas en train de devenir fou, c'est tout à fait normal, car en cas d'ablation de la thyroïde, par exemple pour un cancer, le traitement du patient consiste à prendre du lévothyrox. Le lévothyrox, ce sont des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Et donc ce médicament prend exactement la place de la thyroïde pour proposer au corps une dose suffisante de T3, T4 pour son fonctionnement. Et donc c'est ce qu'on appelle un traitement de substitution. On peut donc doser T3, T4, même s'il n'y a pas de thyroïde, pour s'assurer que le médicament est bien dosé. Je suis une hormone sécrétée par l'hypophyse et j'ai un rôle de contrôle de la thyroïde. Qui suis-je? Je suis la TSH, thyréostimuline hormone. Quelques éléments d'approfondissement. TSH, donc thyréostimuline hormone. C'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et qui commande la thyroïde. L'étude de son taux dans le sang renseigne directement sur l'imprégnation du corps en T3, T4. En effet, si la thyroïde ne travaille pas assez, ou si le médicament, pour quelqu'un qui n'a plus de thyroïde, n'est pas assez dosé, ce qui revient au même finalement, trop peu de T3, T4, l'hypophyse qui détecte ce manque va se mettre en devoir de stimuler la thyroïde en lui demandant d'intensifier la sécrétion de T3, T4, et elle le fait en lui demandant par l'intermédiaire de la TSH, thyréostimuline hormone. A l'inverse, quand un patient a trop de T3, T4, on peut accuser une thyroïde qui serait trop active, ou pour quelqu'un qui n'a plus de thyroïde, un médicament qui serait dosé à l'excès. Eh bien, l'hypophyse, dans ce cas, n'a pas envie de stimuler la thyroïde, elle va freiner la production de TSH. C'est pourquoi dans les bilans sanguins, vous rencontrerez souvent, pour les suivis au long cours, des patients traités par T3, T4,
des dosages uniquement de TSH. On va se baser sur la réponse de l'hypophyse pour savoir si nous avons ou pas assez de traitement. Je suis l'hormone de la grossesse, HCG, bêta, HCG, hormone chorionique gonadotrope. L'HCG, donc hormone chorionique gonadotrope, c'est l'hormone caractéristique de la grossesse. Elle est sécrétée par l'embryon et a un rôle actif sur le métabolisme endocrinien de la mère afin d'orienter le métabolisme de la mère vers l'alimentation du petit, vers on va dire le détournement des nutriments pour nourrir le petit, l'entretien de la muqueuse utérine, vers l'entretien du placenta. Bref, c'est nécessaire au maintien de l'état de grossesse. En cas de cancer du testicule, les bêta-HCG peuvent apparaître, et c'est pas normal, hein, donc chez l'homme. L'HCG, dans ce cas-là, est vu non pas comme l'hormone de grossesse, mais plutôt comme un marqueur de la tumeur. Et on va pouvoir suivre l'évolution du taux de bêta-HCG pour voir la réponse au traitement quand on va mettre le patient sous chimiothérapie et voir que le cancer régresse. On va espérer voir régresser le taux de bêta-HCG dans le sang du patient. Je suis l'hormone sécrétée par les glandes surrénales. Il y en a beaucoup. Attention, plus précisément, partie corticale. Il y en a déjà moins, mais il y en a encore. Et je suis l'hormone du stress. Alors là, il y en a plus qu'une, c'est le cortisol. Approfondissons un petit peu. Le cortisol, c'est l'hormone sécrétée par les corticaux surrénales. Cortisol, cortico. On est dans la partie externe de la surrénale, la partie qui forme l'écorce. Quand on a une augmentation du cortisol, l'action sur l'organisme est multiple. Augmentation de la glycémie. En effet, le cortisol permet de mobiliser les réserves en sucre pour faire face à un besoin. L'hormone du stress prépare le corps à réagir à ce stress. Ça régule le système immunitaire, plutôt à la baisse. Il y a une commande du métabolisme des lipides et le cortisol agit également sur la régulation du système veille-sommeil sur 24 heures. C'est le rythme circadien. L'excès de cortisol peut se manifester de différentes façons. En lien avec ce que je viens de dire sur la glycémie, eh bien, l'excès de cortisol peut provoquer un diabète. En lien avec ce que j'ai dit sur le système immunitaire, l'excès de cortisol peut provoquer une immunosuppression. C'est d'ailleurs cet effet que l'on recherche quand on donne du cortisol aux patients dans le but de diminuer le système immunitaire au cours d'une greffe pour éviter que le patient ne rejette le greffon. Et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le patient va avoir une répartition des graisses anormale en cas d'hypercortisolémie. Et enfin, la dernière des choses, la régulation du cycle veille-sommeil. Quand on a trop de cortisol dans le sang, il peut y avoir des perturbations du sommeil avec notamment des insomnies. Plusieurs pathologies peuvent être liées à des excès de cortisol. Citons le syndrome de Cushing, quand il y en a trop. Et citons le trop peu de cortisol, plutôt la maladie d'Addison. Sur la journée, la sécrétion de cortisol varie beaucoup. Les surrénales sont programmées pour sécréter le pic en début de journée, comme pour réveiller l'organisme et favoriser l'émergence du sommeil. C'est pourquoi quand on dose le cortisol, on s'attend à avoir un pic de cortisol le matin. Et donc, par défaut, en attendant de faire des examens complémentaires peut-être, mais par défaut, on va se concentrer en dosant le cortisol à 8 heures du matin. C'est pour ça que je vais marquer cortisol 8 heures. Je cherche une molécule qui est issue de la dégradation de la fibrine. Cette molécule est dosée pour explorer la présence d'un caillot sanguin. Ici, on voit à l'image un beau caillot avec des globules rouges emprisonnés dans un maillage qui est constitué de fibrine. On voit également des globules blancs qui sont agglomérés. Il s'agit des dédimères. Quelques éléments d'approfondissement.
Les dédimères sont des produits de dégradation de la fibrine. Il faut revoir un petit peu l'hémostase dans son ensemble pour en mesurer tout l'intérêt. Souvenons-nous que l'hémostase primaire, c'est vasoconstriction plus agrégation plaquettaire. Voici pour ce qui est nécessaire dans l'instant pour boucher le trou. Mais ce trou bouché l'est de façon peu solide. Il va falloir consolider cet agrégat plaquettaire. C'est tout l'intérêt de la deuxième phase, la phase de coagulation, c'est-à-dire l'hémostase secondaire, qui permet de transformer le fibrinogène, qui colle les plaquettes, en fibrine, afin d'avoir un amalgame irréversiblement solide. La seule façon qu'il y aura pour l'enlever, ça sera de le casser. Alors que le caillot au fibrinogène peut se modifier en fonction de la situation chimique. Et la dernière partie, c'est l'hémostase tertiaire qui constitue à casser le caillot. C'est le temps de la destruction du caillot, dans les 48 heures en général, une fois que les réparations ont été effectuées. Ainsi, il ne faut pas oublier l'hémostase tertiaire. Le corps est équipé d'enzymes capables de détruire le caillot. C'est la plasmine. Quand on a de la fibrine, c'est le caillot, plus la plasmine. Voilà, la plasmine détruit le caillot et donne de la poussière de caillot. Et cette poussière de caillot, ce sont les dédimères. On peut ainsi remonter toute la logique du raisonnement et mettre en évidence tout l'intérêt des dédimères. S'il y avait des dédimères au-delà de la norme, c'est qu'il y a de la fibrine détruite. Et s'il y a de la fibrine détruite, c'est qu'il y avait un caillot. C'est QFD. On a ainsi prouvé qu'il y avait un caillot, ça aide au diagnostic. Faisons un petit voyage par le cœur maintenant avec le marqueur de l'insuffisance cardiaque gauche. Ici, vous avez un schéma qui nous présente une échographie cardiaque. C'est le même cœur sur les deux images, mais à deux moments différents. En rouge, nous avons la diastole, c'est le moment où le ventricule est le plus dilaté. Et en bleu, nous avons la systole, qui est le résultat de la contraction du ventricule, avec le volume cardiaque au minimum, en tout cas du ventricule gauche au minimum, quand le ventricule s'est complètement contracté. Que remarque-t-on déjà ? Bien, on remarque que en systole, le volume sanguin dans le ventricule gauche n'est pas nul. Il reste du sang. C'est tout à fait normal. S'il ne restait pas de sang du tout, on aurait du mal à re-remplir le cœur. Il faudrait déjà décoller les parois du ventricule pour pouvoir remettre du sang dedans. Donc, ça reste un petit peu rempli. Et ici est présentée la fraction d'éjection ventriculaire du ventricule gauche. Voilà, FE, vous voyez ici, fraction d'éjection du ventricule gauche. Voilà. Donc c'est tout simple ce calcul, je vous le dis en 2 minutes. Je prends la quantité de sang que j'avais au départ dans mon ventricule gauche. J'enlève ce qu'il reste après la contraction, moralité. En faisant cette soustraction, j'ai le volume qui a été éjecté. Le volume que le cœur gauche a été capable d'éjecter par une contraction du ventricule. Si je compare ce volume par rapport au volume qu'il y avait au départ, j'obtiens la fraction d'éjection. Et on aura donc compris que si cette fraction d'éjection est faible, ça veut dire que le cœur a éjecté une quantité faible de sang lors de sa contraction. Et qu'il reste beaucoup de sang dans le cœur, trop de sang dans le cœur, c'est ce qui signe l'insuffisance cardiaque. Voilà, j'en ai dit assez pour le moment. Il suffira de se reporter au semestre 4 au cours sur l'insuffisance cardiaque pour approfondir. Pour aujourd'hui, nous contentons-nous d'exprimer que le BNP traduit l'insuffisance cardiaque. Je vais en dire un mot dans la diapo d'approfondissement. Le BNP signifie Brenne natriurétique peptide. Quel bonheur que ces mots qui nous disent tout, rien que par l'expression des syllabes, des racines. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une petite protéine, peptide, aux propriétés diurétiques, natriurétiques, natriurétique même qui éjecte le sel.
Cette molécule est sécrétée par les cellules musculaires cardiaques lorsqu'elles sont distendues, c'est-à-dire quand le cœur est incapable d'éjecter tout le sang qui lui arrive. Il est en insuffisance cardiaque. Arrêtons-nous donc un court instant sur le sujet. Le cœur en insuffisance cardiaque est incapable de se débarrasser du sang qu'il contient dans son ventricule. Si c'est le gauche, c'est le ventricule gauche. Ce qui fait que, après la contraction du ventricule, il reste encore beaucoup de sang. Si je faisais le petit détour par la fraction d'éjection ventriculaire, j'aurais une fraction d'éjection ventriculaire très faible. La quantité de sang éjecté par rapport à la quantité de sang qu'il y avait avant est faible. Le cœur est trop rempli, très rempli, trop rempli, et donc il est distendu. S'il est distendu, il va sécréter le fameux BNP. Ce BNP, qui a des vertus diurétiques, permettra de faire pisser le patient en éliminant le sel. Il a donc une action équivalente à celle que pourrait avoir un Lasix. Et on sait que le Lasix est le traitement d'attaque d'une insuffisance cardiaque droite qui décompense. Ainsi, le cœur est en train de se défendre de façon extraordinairement adaptée, je dirais. Et quand nous arrivons avec notre Lasix pour soulager un patient qui est en OAP, parce que c'est ça la décompensation de l'insuffisance cardiaque gauche, eh bien, on est en train de copier la nature, si vous voulez. Le cœur gauche, ici, est en train de se défendre pour essayer de limiter la volémie, le volume sanguin, par une augmentation de la diurèse. Les cellules cardiaques sont capables d'agir dans le but d'améliorer leur situation. Nous, on utilise du Lasix, je l'ai déjà dit, du furosémide, avec des doses beaucoup plus importantes, bien sûr. Donc là, le BNP est donc non seulement la preuve que le cœur est en souffrance, mais c'est aussi son moyen de défense. Les quantités sécrétées ne sont pas suffisantes, bien sûr. Le cœur ne va pas réussir à être aussi efficace que 80 mg de Lasix. Toutefois, c'est une molécule dont la connaissance est très satisfaisante au niveau intellectuel. Déjà, ça signe l'insuffisance cardiaque, ça c'est bien. Et derrière cela, cette molécule qui signe la pathologie et qui en plus permet de lutter contre elle, voilà, il y a peu d'exemples comme ça dans le corps, dans les dosages sanguins, qui soient aussi satisfaisants. Marqueur cardiaque de l'infarctus transmural, ou c'est-à-dire syndrome coronarien aigu ST+. Entre parenthèses, le ST+, c'est le numéro 1, le sus-décalage du segment ST. C'est la troponine. Alors la troponine, c'est le marqueur de l'insuffisance cardiaque. Ok. C'est une protéine qui intervient dans la contraction de la cellule musculaire. C'est une molécule interne à la cellule. En situation physiologique, il n'y a pas de raison d'en trouver dans le sang. On peut dire que tous les muscles en contiennent, mais la troponine qui est dans les cellules musculaires cardiaques a un petit plus, et ce petit plus, on est capable de le distinguer en laboratoire, et donc de distinguer la troponine qui viendrait du cœur et la troponine qui viendrait des muscles, des autres muscles. Donc quand on dit tropo tout court, on parle bien du muscle cardiaque. Donc si on se met à retrouver de la troponine dans le sang, ça veut dire que des cellules cardiaques ont déversé leur contenu dans le milieu extérieur, ça veut dire qu'elles sont mortes. Donc trouver des tropos, c'est la preuve que les cellules cardiaques sont mortes. Le dosage des troponines donc participe à l'élaboration du diagnostic du SCA-ST+, transmural ou massif. Quelques précisions tout de même, les troponines apparaissent dans le sang, pas dans l'immédiat. Il faut que les cellules meurent, qu'elles relâchent leur contenu, que ce contenu passe dans le sang. Il y a quand même un petit peu de temps. Ça demande au moins 4 heures. Donc c'est pas de cet examen que va dépendre le diagnostic. Ça contribue à forger le diagnostic et ça contribue à suivre l'évolution. La troponine est le marqueur le plus utilisé en ce moment. Mais quand j'étais plus jeune, nous utilisions les CPK-MB,
qui, un petit peu comme la troponine, sont des enzymes cardiaques. Et dans le MB du CPK, ça veut dire myocardique. Et donc, les CPK, c'est une molécule qui est caractéristique des cellules musculaires. Et quand on rajoutait MB derrière, ça veut dire caractéristique des cellules musculaires cardiaques. Voilà, cette diapositive marque la fin de ce test. Nous avons balayé ensemble 43 éléments du bilan sanguin, 43 éléments incontournables à connaître en fin de première année ou en début de deuxième année. Vous pouvez retrouver sur le site monificeenligne.fr le test associé au format Google Form. En cliquant dessus, vous accédez au test qui reprend très exactement ce que nous venons de faire ensemble et qui vous permet de vous entraîner pour voir si vous êtes capable de retrouver les 43 éléments. Le test est rangé dans le semestre 1. Bon travail à tous.